Se rapproche dangereusement de ce village espagnol. Avec un simple tuyau d'arrosage désemparé, cette habitante tente de protéger sa maison et de rassurer sa famille. Ça va, reste tranquille à l'intérieur de la maison, ne sors pas. Les pompiers viennent tout juste d'arriver. Elle les attendait depuis plusieurs heures. Le feu a pratiquement atteint la maison, il n'y avait aucun pompier, il n'y avait qu'une patrouille de la garde civile et nous, et les flammes nous dépassaient. Les pompiers se concentrent sur les foyers les plus importants, épuisés par 13 jours d'incendie qui ravagent le nord-ouest du pays. Dans les airs, le bal des Canadair et des hélicoptères bombardiers d'eau. En Galice, les flammes ont déjà parcouru 32 000 hectares, alimentés par la sécheresse et les vents violents. Depuis quelques heures, le feu progresse moins vite. Peut-être une lueur d'espoir pour les autorités. La situation est grave, extrêmement préoccupante, mais heureusement la nuit a été très positive. Les interventions menées sur tous les incendies ont porté leurs fruits. Une grande partie de la péninsule ibérique s'embrase. Au Portugal, une épaisse fumée envahit les routes. Le feu laisse derrière lui une atmosphère irrespirable et des bâtiments calcinés. Ce garagiste, effondré, découvre l'ampleur des dégâts. De son établissement, il ne reste plus que des cendres et des carcasses de voitures. C'est pas croyable. Le feu était à 1 km de là. Et puis 5-10 minutes plus tard, il était à 200 mètres. On a essayé de bouger certaines voitures, mais on ne pouvait pas toutes les éloigner. À l'intérieur, j'ai perdu tout le fruit de mon travail. Le feu a déjà parcouru 60 000 hectares. Avec des chaleurs encore très élevées, le pays reste en état d'alerte jusqu'à dimanche. Il y a 9 jours, bonjour. La canicule s'est installée à Lyon et dans le travail quotidien du docteur Pauline Berthois. À quel étage? Ah oui, 6e. Elle travaille au sein de l'équipe de SOS Médecins et porte cette semaine une attention toute particulière à son thermomètre. 26,5. Pour l'instant, on est encore au frais, il est encore tôt. Mais c'est mardi où effectivement ma voiture est montée à plus de 40 et c'est chaud. Depuis plusieurs jours, le docteur Berthois est souvent appelé par des établissements qui accueillent des personnes âgées. Je prends votre tension. Où les organismes s'échauffent et les corps parfois souffrent. Depuis combien de jours vous vomissez? Ça fait 3 matins. Cette résidente de 94 ans est atteinte de troubles digestifs. Vous allez vous déshydrater encore plus vite à cause de la chaleur. Elle est confuse, son état est jugé préoccupant. Cette dame, comme elle mange pas, elle n'arrive pas à boire, en fait, très vite son état va s'aggraver. Son cœur qui battait initialement de manière bien régulière se met à battre de manière irrégulière. Finalement, décision est prise de l'hospitaliser. Pour le docteur, il est encore trop tôt pour parler de surmortalité, mais déjà cette longue vague de chaleur s'est révélée fatale pour des personnes fragiles. Effectivement, c'est une semaine où j'ai fait particulièrement beaucoup de décès par rapport à d'habitude. 35 degrés au soleil à 14 h. Depuis plusieurs jours, Josiane Barret n'ose plus sortir de chez elle. Je descends la poubelle et je remonte immédiatement. Inquiète, elle a appelé pour une douleur à la jambe. Voilà, je sens que c'est un peu dur. Oui. Il faut écarter le risque d'embolie pulmonaire. On peut avoir les jambes lourdes, ou ça c'est quelque chose qui n'est pas grave, qui est désagréable, il faut juste relever ses jambes, voilà. Mais par contre, effectivement, là on est dans quelque chose de plus embêtant. On est vraiment sur une suspicion de formation d'un caillot, de phlébite. La canicule, directement ou indirectement, touche aussi les plus jeunes, comme Liam, 4 ans. Il respire fort, comme des bougies. Ce garçon présente des problèmes ORL graves, encore plus difficiles à vivre cette semaine. On voit tout de suite que la chaleur, ça influe, il a tout de suite des cernes, on voit qu'il ne dort pas, il transpire beaucoup, la nuit, il exprime avec des pleurs la chaleur. Lors de la précédente canicule, Santé publique France a relevé un excès de 5,5% de décès, toutes causes confondues. La part liée à la chaleur sera estimée au mois de septembre. Ouais, bonjour, salut. Ouais. L'appel ne laisse pas de place au doute. C'est une urgence vitale. Là, on part sur une intervention au château d'Oléron. Quelqu'un qui a une grosse coupure. Un ouvrier de 33 ans est grièvement blessé et son état se dégrade de plus en plus. En moins de 5 minutes, l'hélicoptère de la sécurité civile de La Rochelle décolle. À bord de l'appareil, le pilote, son mécanicien et les secouristes du SAMU. Objectif, perdre le moins de temps possible en transport. Au vu de la distance, pour rejoindre l'île d'Oléron à partir de La Rochelle, il y a minimum 1h45 voire 2 heures pour accéder jusqu'au site. Donc oui, effectivement, c'est une vraie chance de les avoir. Là, on met 6 minutes.
10 minutes là actuellement, au lieu de quasiment 1h45, 2h. Un temps record pour arriver sur zone. Ici, un champ comme piste d'atterrissage fera l'affaire. En avant, 3, 2, 1. Ok, c'est posé. Une manœuvre ordinaire pour les secouristes de la sécurité civile de Charente-Maritime. Avec une population multipliée par 10 l'été, les sollicitations sont incessantes. Leur zone d'intervention sur le littoral s'étend du sud de Nantes au nord de Bordeaux, avec près d'une dizaine d'îles dans le secteur. On prend l'île d'Aix qui est juste devant nous là actuellement. L'île d'Aix n'est accessible qu'en fonction des marées. Donc à marée basse, il n'y a aucun accès possible. Voilà. Donc c'est vrai que l'hélico est vraiment le vecteur totalement adapté pour se rendre sur ce domaine insulaire. Un hélicoptère dont ils prennent soin. Ce que je pourrais voir, c'est les lignes à haute tension, les arbres, tout obstacle qui pourrait s'envoler et venir impacter l'hélico ou tout simplement tomber aux alentours comme des arbres ou des choses comme ça et qui pourraient faire un suraccident. Donc l'objectif c'est d'essayer de se prémunir de tous ces dangers lors du posé ou même du décollage dans les zones de posé exilées. Pendant ce vol, l'équipe est déroutée pour une suspicion de chute au pied d'une falaise. Si t'as un gars à droite, là, mais il a l'air allongé. L'homme est visiblement blessé. Un hélitreuillage s'organise. Accroché à un câble guidé par le mécanicien, un sauveteur descend pour faire les premières constatations. Il est en descente ? Oui. Au pied d'une falaise, au bord de la mer, la zone est complexe. Un mauvais geste peut être fatal. Stop à droite. Il est à 1 mètre du sol. Il est posé. La décision est prise. Il faut faire une extraction. Ok, il est attaché, j'ai le premier signe. La victime est installée sur une civière, dans une sorte de sarcophage pour qu'elle bouge le moins possible et évite les projections pendant qu'elle est hissée dans l'hélicoptère. La civière dans mes mains. Et je sécurise. Et il est maintenant à bord. En quelques minutes, ils doivent atteindre l'héliport des urgences. Dans un espace réduit et soumis aux vibrations, les conditions d'évacuation sont particulières pour les équipes médicales. On a une communication qui est limitée au geste avec la victime. On travaille dans un environnement qui est exigu, donc on ne peut pas avoir un accès aussi facile que dans une ambulance à la victime, avec un matériel qui est limité également et un nombre de personnel qui est limité. Cette opération, comme toutes les autres, a un coût. En moyenne 5 000 € l'heure de vol, intégralement prise en charge par l'État. Pour l'équipage, c'est la fin de cette mission, la 7e en seulement 48 heures. Il y a toujours une pleine satisfaction quand le secours il aboutit et que toute la chaîne est mise en œuvre et que tout se déroule parfaitement. C'est l'aboutissement de ce métier, je dirais, métier passion. Hein. Voilà, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement qu'un métier passion. Donc, voilà, on est une grande chaîne. C'est pour ça qu'on vit. De retour à la base, pas de répit. À peine posé, l'appareil doit être nettoyé. C'est l'une des spécificités de cette zone. L'eau de mer donne de la corrosion. Donc on est obligé de rincer moteur, cellules et le treuil. Tout de suite après l'intervention. Et ouais, c'est tout de suite, sinon en fait ça corrode très rapidement. Et pour éviter de la maintenance, on est obligé de faire cette opération-là. La soirée n'est pas finie. Au crépuscule, nouveau départ. La sécurité civile assure les urgences de jour comme de nuit. De l'eau, ses parents l'attendaient, mais le nageur n'a pas touché terre. Noam Yaron a abandonné à 4 km de là, épuisé et victime des courants. Moi, je suis triste pour lui, parce qu'on aurait aimé qu'il traverse ici et puis qu'il arrive. Le sportif suisse de 28 ans est parti lundi matin de Calvi, derrière un bateau et une ligne d'eau pour le guider. 2,5 km/h de moyenne. Le défi est de ne jamais sortir de l'eau pendant 180 km jusqu'à Monaco. Un ravitaillement toutes les heures, une boisson toutes les 30 minutes. Noam Yaron profite d'un temps calme. La nuit, il fait une première rencontre. Je viens de me faire taper par un poisson. Je sais pas ce que c'était. C'était un petit dauphin, je crois, mais comme ça.
Je l'ai vu passer, il a sauté là. Là, il Oh, il est tout bébé. Derrière les belles images, un message, alerter le public sur la pollution de la mer. La Méditerranée a besoin d'être soutenue et surtout secourue. C'est l'une des mers les plus polluées du monde. Il y a pas mal de choses qui restent à faire. Sur les réseaux, ses abonnés peuvent acheter symboliquement une partie de son trajet. En mer, le nageur est accompagné de biologistes. On est à 29,5 en température. Il prélève des planctons et des microplastiques dans cette zone protégée et pourtant menacée. Noam Yaron passe 5 jours et 4 nuits à nager. Il suit sa ligne d'eau lumineuse qu'il voit même en fermant les yeux pour se reposer. Au 3e jour, s'il tient le coup physiquement, sa langue a doublé de volume sous l'effet du sel de mer. Comme vous pouvez l'entendre, j'arrive plus à parler. Le sel m'a bousillé le palais, la langue. Dans les dernières heures, victime d'hallucinations et désorienté, le nageur a donc renoncé, tout près des côtes, à ce qui ressemblait presque à un record du monde. 6 ans qu'ils attendaient ce moment. Notre-Dame ressuscitée, point de départ de milliers de pèlerins pour célébrer l'Assomption et leur cathédrale retrouvée. En ce 15 août, Geneviève et ses amis ne s'imaginaient nulle part ailleurs. On est content de retrouver la cathédrale. En plus, elle a été magnifiquement rénovée. Donc c'est vrai que cette année, c'est tout particulier, l'occasion de venir ici. Sur le parvis, la ferveur. Et à l'intérieur, la splendeur. Pendant la messe, admirez la restauration. Autels, vitraux, charpentes, colonnes gothiques entièrement refaçonnés après l'incendie qui a ravagé l'édifice. À la sortie de l'office, l'émotion des touristes venus du monde entier. À couper le souffle. C'est si beau, si neuf, si grand, si... Il n'y a pas de mots pour la décrire. J'étais là, je dirais, il y a 14 ans, donc c'est bon de la revoir. Je crois que c'est un vrai succès pour la France d'avoir pu la rebâtir aussi vite. Je crois que c'est une émotion supplémentaire. Pourquoi une émotion supplémentaire Parce qu'on se dit qu'on a failli la perdre. Des catholiques, bien sûr, mais aussi de simples curieux. Les visiteurs sont encore plus nombreux qu'avant l'incendie. Près de 35 000 par jour depuis sa réouverture. Il y a une curiosité supplémentaire, vous avez sûrement raison, qu'on sent. Et puis un peu la volonté de dire j'y étais. Avec 12 millions de passages attendus en 2025, Notre-Dame devrait même redevenir le monument le plus visité de France. Une véritable renaissance. Quand le port de Sanary devient galerie à ciel ouvert. Une fois par semaine, la ville s'arrête. Plus rien n'existe à part lui. Le grand marché du mercredi. Entre les bateaux traditionnels et les étals provençaux, tout le monde se presse dans les allées de l'un des marchés les plus prisés du Var. Pour ces vacanciers venus de l'Oise, c'est le petit plaisir de la semaine. L'occasion de faire des emplettes et ramener quelques souvenirs. Des petites chaussures pour madame. Des petites chaussures colorées. Là, il fait pas encore trop chaud, mais c'est vrai qu'il faut pas venir trop tard. Le meilleur, c'est d'arriver avant 10h pour pouvoir bien voir les stands. Je trouve qu'il y a de tout et puis le port, il est très beau, quoi. Un lieu de rendez-vous convoité par les touristes, les locaux et les commerçants, comme Anthony Cosenza. Je coupe le verre des carottes. Ah, elle est vendue. Le maraîcher se lève aux aurores depuis 10 ans pour vendre ses fruits et légumes. Ce qui nous fait 18-12, 18-10, s'il vous plaît. Allez, c'est parfait, je vous remercie. Ça sent bon. C'est difficile de résister, il y a tellement de choses. Après la première vague de clients, quelques minutes de répit pour reprendre des forces avec les produits du marché. On n'est pas mangé depuis qu'on est levé, donc du coup là, il faut absolument manger, sinon je me roule par terre et je ne travaille plus. Un bel homme comme moi, il faut le nourrir, quoi.
En milieu de matinée, les clients se font de plus en plus nombreux devant les stands. La fréquentation est telle qu'il est incontournable pour les producteurs locaux d'être présents sur ce marché. Il est extrêmement demandé. Moi, je sais que j'ai eu de la chance de pouvoir l'avoir parce que j'exploite sur la commune, mais il y en a qui attendent des places depuis 10 ans. Il y a des listes d'attente. Et voilà. Après, moi, je fais un métier alimentaire, hein, donc c'est encore différent. Il y a des gens qui font de la friperie, tout ça, il y a énormément d'attentes. Plus de 300 commerçants, ou alors il faut soigner ses clients. Certains, ou plutôt certaines, ont les bonnes grâces du maraîcher. Et il est gratuit ou Ben, bien sûr qu'il est gratuit. Et le privilège de passer derrière l'étal. On les trie sur le volet, ceux qui ont le droit de passer derrière. Je sais que c'est des légumes frais, que c'est lui qui les produit et que c'est mieux que d'acheter n'importe quoi dans la grande surface. Des produits, on ne peut plus locaux cultivés ici, à moins de 5 km du marché. 2 hectares de fruits et légumes de saison, comme ces carottes, l'une de ses spécialités. Là, on ramasse des carottes de différentes couleurs pour le marché de ce week-end. Orange, jaune, noir. Et regardez à l'intérieur, elle est orange, noire et orange. Celle-là est plus riche en carotène, en vitamines. Pour mieux se démarquer de ses concurrents, souvent de gros revendeurs. Les gens, en fait, ils vont pas voir la différence. Si on fait les mêmes produits que les autres, ils vont dire, bon, certes, c'est un producteur, mais si on a un produit trop normé, trop calibré, ils vont dire, mais en fait, c'est pareil qu'ailleurs. Mais si on peut tirer notre épingle du jeu, voilà, c'est toujours bénéfique. Ah, mais attends. À peine le temps d'être ramassé, tu en veux combien? Que ces légumes sont déjà pris d'assaut. Allez, vendu. Il n'y a pas de souci, Gérard. Fais ça. Bisous, ciao, à demain. Je dis toujours, c'est les premiers arrivés, premiers servis. Hein. Donc, les gens qui arrivent des fois à midi, ils me disent, ah, plus de fraises. Ça, faut se lever plus tôt, madame. Donc voilà, donc du coup, ils commandent. Anticipé, car en fin de matinée, le marché se transforme en fourmilière. Il faut apprendre à se faufiler, trouver un endroit où s'abriter, ou juste prendre du recul pour mieux savourer le petit déjeuner acheté sur le marché. Il y a des gens qui veulent pousser pour aller plus vite et tout, et nous, on n'aime pas trop ça. Vous êtes mieux ici? Ouais. On se dit qu'on allait manger un tout petit peu à l'écart, mais on va aller chercher les légumes au marché. Un moment de calme avant de retrouver l'agitation. La rançon du succès peut-être de l'un des plus beaux marchés de la région.